Bonjour Francis Lambert, Bonjour Jean-François Ray. vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation de l'Université de Lille, qu'on appelait il n'y a pas si longtemps Lille 3. Vous avez publié 5 tomes consacrés aux sciences pédagogiques de l'orientation et sous un titre plus général, S'orienter dans la vie. Hein. S'orienter dans la vie est-il une valeur suprême? Et c'est quand même un ouvrage, disons, encyclopédique sur la question. Et c'est à ce titre que nous allons nous entretenir autour de la notion de projet, qui dans les sciences de l'éducation est une notion cardinale, souvent explorée, mais en même temps, il faut voir les racines anthropologiques de la question du projet. Et en même temps, il faut bien avouer une certaine lassitude, voire une certaine ironie par rapport à la facilité avec laquelle on propose aux gens, à tous les âges de la vie, du premier au dernier quasiment, de rédiger un projet quand on entre à l'école, quand on entre quelque part où il faut, comme on dit aujourd'hui, être acteur de sa formation, de son activité, etc. Donc, il ne s'agit pas de faire du mauvais esprit, mais d'essayer d'éclairer cette notion de projet. Voilà. Alors, nous allons, si vous voulez bien, travailler autour de 3 questions que je vous poserai au fur et à mesure. Étant donné que moi, j'ai surtout étudié la notion de projet à travers la philosophie contemporaine, c'est un peu les 3 axes de notre entretien. Alors, pour le dire de manière très simple, il y a beaucoup de gens, notamment dans nos familles et dans les générations précédentes, à qui la notion moderne de projet aurait semblé bizarre. Je rappelle, pour mémoire, que dans l'école Jules Ferry, l'école de la Troisième République d'avant 1914 et après, le certificat d'études primaires, qui était le premier examen national, collectif, toute une classe d'âge, comportait un oral d'instruction civique dans lequel l'inspecteur de circonscription avait un manuel dans les mains, celui-là même que l'élève avait lu et appris par cœur sans doute la veille, et la question posée par l'inspecteur rituellement, c'était, à l'époque la France était 90% rurale, était quel est le premier devoir d'un fils d'agriculteur? Et la réponse était évidemment celle-ci, devenir agriculteur à mon tour. Alors, l'école était alors investie non pas d'une mission d'ascension sociale, ça viendra par la suite, mais surtout de reproduction de l'ordre social qu'on croyait définitif. Un deuxième cas d'école que la sociologie a beaucoup étudié et sur lequel on pourrait parler, ce sont les mariages arrangés. Donc il y en a dans certaines cultures, encore aujourd'hui, mais il y en a eu il n'y a pas si longtemps en France. Je sais que dans mon enfance rurale, un garçon voulait avant tout épouser ce qu'on appelait à l'époque une payse, c'est-à-dire une fille du village ou d'un autre village à côté. Bon. Alors, il y a aussi des mariages arrangés dans les grandes familles. Entre la famille Bouygues et les Simon Lafarge, il peut y avoir des mariages. Mais ce ne sont pas des mariages forcément basés sur le choix et l'amour, mais sur les intérêts économiques. Voilà. Francis, est-ce que vous pouvez réagir là-dessus ou... Oui, alors peut-être sur le tout début de
de ton intervention sur pourquoi faire une œuvre, entre guillemets, encyclopédique sur la question de l'orientation et pourquoi faire de l'orientation une valeur suprême. Alors, il se fait que bon, ma formation initiale était une formation centrée sur les questions, on va dire, philosophiques et théologiques. Et en quelque sorte, s'est imposée à moi la nécessité de réfléchir sur la question du sens de la vie. Alors, une période de vie, disons, je l'ai abordée de manière religieuse, bon, la théorie de la vocation notamment. Et puis après, en pratiquant l'histoire de la philosophie, je me suis rendu compte que la notion d'orientation était une idée, mais qu'on ne pouvait pas véritablement séparer d'une idéologie, voire d'une science politique. Et parallèlement à ça, donc on va dire, au tout début des années 80, j'ai exercé le métier de conseiller d'orientation dans le système scolaire que tu viens d'évoquer à l'instant. J'ai pratiqué l'orientation. Alors à l'époque, dans les années 80, c'était encore la liaison CM2-6e, donc la fin de l'école primaire et l'entrée en 6e. Puis donc, sur l'ensemble du collège, avec un palier fin de 5e, fin de 3e. Puis j'ai travaillé en lycée quelques années. Et puis plus largement, j'ai travaillé à l'université où j'ai dirigé un service universitaire d'orientation au début des années 2000, pendant près d'une dizaine d'années. Et enfin, c'était le dernier tiers de ma carrière, je me suis consacré à l'orientation des adultes. Alors on dirait aujourd'hui tout au long de la vie. Alors ce n'est pas tout à fait exact, parce que pour moi, tout au long de la vie, ça implique la seniorité, et voire même la fin de vie, avec la question de la dépendance, etc. Quand on dit tout au long de la vie, le sous-entendu, c'est tout au long de la vie au sens formation continue et en relation avec la problématique du travail. Bon. Alors, pour en rester au concept, puisque notre ancrage est davantage philosophique, je rappellerai que la question de l'orientation et du projet ne tombe pas du ciel. Et que si on considère que nous réfléchissons dans le cadre d'une civilisation européenne marquée notamment par le judéo-christianisme, eh bien, on peut dire que le premier paradigme, et là c'est une notion quand même philosophique essentielle, la première grande conception du monde, ce sont les arts divinatoires. Alors dans le détail, il faudrait parler de l'oracle de Delphes, il faudrait parler aussi de la posture de Socrate, qui renvoie à la notion de gnotis et auton, le connais-toi toi-même, qui n'a pas uniquement une version psychologisante, et puis tout le domaine des superstitions et des inégalités de destin. Enfin bref, la première science, on peut dire, de l'orientation contemporaine des arts divinatoires, ce serait les sciences occultes. Alors, je ne vais pas développer, simplement, l'un des ouvrages de méthodologie les plus cités pour l'analyse de contenu en sciences de l'éducation, c'est l'ouvrage de Laurence Bardin intitulé « Analyse de contenu ». Et elle fait une analyse de contenu assez fine dans un chapitre sur les horoscopes. Et on peut dire que, voilà, une trace lointaine de ces sciences occultes, c'est la pratique des horoscopes qui est disons, courante chez nos contemporains et qui devrait donner lieu à beaucoup de réflexions. Alors, le deuxième paradigme sur lequel je me suis étendu plus précisément, c'est le paradigme de la vocation qui est encore aujourd'hui très développé. Probablement que la philosophe la plus reconnue sur le domaine, c'est Judith Stenger, qui est professeure de philosophie à l'Université de Jérusalem et qui a écrit il y a une vingtaine d'années un ouvrage intitulé tout simplement La vocation, qui a été réimprimé, réactualisé très récemment dans la collection Pocket. Et alors, elle a un abord tout à fait intéressant sur la question de la vocation en liant cette thématique avec le rapport au savoir. Et notamment, elle s'est intéressée à la question du 19e siècle, comment cette question de vocation, entre guillemets, s'est laïcisée, alors qu'au départ, on l'a trouvée exprimée notamment dans la Bible à travers la métaphore des dons et des talents. Alors, je montre que pour chacun des grands paradigmes que je vais évoquer très succinctement ce matin, évidemment, ces paradigmes nous semblent lointains, ils ne sont plus dominants, mais il y a toujours des traces. Hein. Pour les arts divinatoires, c'est la pratique des horoscopes, par exemple. Et pour la vocation, très souvent, quand on a affaire à quelqu'un de passionné, on dira il a la vocation. Souvent, d'ailleurs, cette notion de vocation est plutôt liée à des métiers du prendre soin. Alors, le troisième paradigme, donc dans une conception généalogiste, évolutionniste que je développe, c'est le paradigme des aptitudes qui nous vient du 19e siècle, avec en France notamment la figure tout à fait intéressante sur le plan de l'éducation nouvelle qui est Alfred Binet.
où là, la question, c'est plus la question de Dieu qui, entre guillemets, oriente à travers la grâce, etc. C'est la question de la nature. C'est-à-dire qu'on va traiter l'intelligence comme une fonction naturelle et non plus comme un don de Dieu. Mieux que ça, on va en faire une science positiviste. C'est là qu'intervient la notion d'érudition. On va en faire une science positiviste à travers la fameuse question des tests mentaux et plus récemment du quotient intellectuel. Alors, de cette théorisation vraiment révolutionnaire de l'intelligence va naître un institut national d'orientation professionnelle en 1928 dans le cadre du CNAM, qui existe toujours avec des fonctions élargies aujourd'hui et qui poursuit cette tradition de la psychologie expérimentale et différentielle avec un courant positiviste autour de cette notion naturaliste des aptitudes. Puis à la fin on va dire du siècle dernier, au milieu du siècle dernier, apparaît une nouvelle science qui se détache franchement de manière polémique de la psychologie individuelle, qui est la sociologie. Et on peut dire que l'un des grands noms de cette sociologie des qualifications, qui nous ramène vraiment de près à la question de l'orientation professionnelle, c'est Pierre Naville qui l'a vraiment configuré à travers un ouvrage tout à fait fondamental qui est encore cité souvent aujourd'hui, c'est Théorie de l'orientation professionnelle en 1945, où là Pierre Naville examine de manière critique la psychologie des aptitudes en montrant que pour une part, c'est une mystification. Alors, cette sociologie des qualifications, elle demeure vraie aujourd'hui, puisque derrière la question de l'orientation, et on va le voir, il y a la question pédagogique du projet, mais il y a surtout le rapport de l'individu au travail et des générations au marché du travail. Et là, Pierre Naville apporte un éclairage tout à fait important, et c'est l'un des fondateurs, avec Edgar Morin et d'autres, de la sociologie du travail qui a évolué aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Naville et d'écrire un article sur sa biographie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, on va dire, à la fin du XXe siècle? Prenons le point de repère des années 80. Il se passe là une émergence tout à fait originale à travers une approche par les compétences, l'employabilité. Alors, ce qui est moteur de cette évolution, ce n'est pas des savants, ce n'est pas un courant de pensée comme la théorie des vocations qu'on trouve dans la Bible, à travers la sensibilité des différents christianismes. C'est en fait une mutation du patronat, hein, où le CNPF incarne la vie des entreprises. Donc là, il y a la question du pouvoir qui est un peu gommée, et qui nous enjoint, par l'éducation notamment, mais la formation aussi, de développer des compétences qui sont à la source d'un nouveau positionnement social, qui est en rupture avec effectivement l'inscription civique qu'on a évoquée tout à l'heure sur la Troisième République, et qui enjoint à chacun de devenir auto-entrepreneur de sa vie, de développer des compétences. Et on va dire que l'éducation nationale va s'adapter progressivement, alors ça ne va pas se faire tout de suite, mais va s'adapter progressivement à cette nouvelle philosophie, à ce nouveau rapport à l'employabilité. Et même, par exemple, à la maternelle, on peut voir maintenant des tentatives pour construire chez les jeunes enfants des compétences. Alors bien sûr, on ne situe pas ça dans un terme monétariste, mais il y a une logique, hein, il y a une logique qui se met en place. Donc moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on ne peut pas concevoir un rapport à l'orientation sans voir dans quelle société on se situe. Et pour la question contemporaine, la question d'orientation se pose à travers les mutations du capitalisme. Et là, il y a, à partir des années 70-80, une mutation du capitalisme qu'on appellera le nouvel esprit du capitalisme. Et là, bon, je pense à l'ouvrage de Boltanski et de Capoletto, mais il y en a d'autres qui ont centré cette idée que, effectivement, alors on ne raisonne plus en termes de classe sociale, au sens de Pierre Naville, hein, mais on se centre sur la thématique de l'individu. Alors, bien sûr, dans ce courant dominant, il y a des résistances. Hein, il s'impose, c'est une idéologie dominante, c'est clair que c'est une idéologie dominante, mais il y a des formes de résistance. Et l'une de ces résistances, dans le champ pédagogique en particulier, ce sont les tentatives pour imaginer, à travers la psychologie notamment, mais une psychopédagogie, de penser l'anthropologie du projet de vie. Alors, celui qui, en sciences de l'éducation, et là je termine, après cet exposé un peu long, mais je pense que c'est important de fixer le cadre, celui qui a vraiment été le plus loin dans la question anthropologique du projet de vie,
c'est Jean-Pierre Boutinet, qui, voilà, dans les années 80, a écrit un ouvrage fondamental opus, tout simplement Anthropologie du projet, bon, et qui est une façon, en quelque sorte, de penser la dimension sens de la vie, hein, la dimension apprenante, mais dans toutes ses composantes, et qui est une tentative pour, dans le champ de l'école, tenter de résister à l'approche par les compétences et l'employabilité. Ah oui, Francis, j'entends bien toutes ces pistes de réflexion contemporaine, toutes passionnantes. En t'écoutant, j'ai pensé à Max Weber, hein, la notion de Oui, Beruf oui, oui. en allemand, qui veut dire Oui. à la fois vocation, répondre à un appel, rufen, mais en même temps qui est employé dans la langue ordinaire comme occupation, poste qu'on occupe, etc. Moi, de mon côté, j'ai travaillé beaucoup sur les notions de crise, d'absence de projet, de perte de projet, etc., en m'appuyant sur les travaux d'Henri Maldinet, bien sûr, mais en amont aussi de Heidegger, puisque Heidegger, en 1927, dans son premier livre, qui a un immense succès, Sein und Zeit, c'est-à-dire être et temps, il distingue trois dimensions de l'existence, qu'il appelle les existentiaux, autour du verbe werfen, qui en allemand veut dire jeter. Et donc, nous serions, dès notre naissance, en quelque sorte, jetés dans le monde, geworfen, Geworfenheit, et jetés dans le monde à partir de quelque chose que nous n'avons pas choisi, nos parents, notre lieu de naissance, etc., ce que par la suite, en français, on appellera la facticité, le fait d'être fait comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier existentiel, en quelque sorte, ce qu'on n'a pas choisi, ce dont on hérite à la naissance. Et le deuxième existentiel, c'est précisément le projet. À partir du verbe werfen, jeter, projet, ou en allemand, se dit Entwurf, c'est-à-dire d'une part être jeté, mais en même temps, ent, ça veut dire s'extraire de, s'arracher à. Il n'y a pas, c'est intéressant, il n'y a pas de projet vers l'avenir qui ne soit en même temps un arrachement à l'ici maintenant. Ça me paraît fondamental, parce que pour avoir travaillé il y a de nombreuses années dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement professionnel, j'avais beaucoup d'élèves qui, par exemple, refusaient, qui habitaient Roubaix ou Tourcoing, et refusaient d'envisager une seule seconde d'aller travailler à Lille, hein, parce que c'était leur sortir de leur milieu naturel, natif presque. Enfin, le troisième existentiel d'Heidegger, c'est ce qu'il appelle le Verfallen, c'est-à-dire de tomber, être déchu. Alors évidemment, en français, déchoir, ça veut dire c'est entaché de honte, d'échec, etc. Mais précisément, on ne peut pas faire, me semble-t-il, de philosophie ou d'anthropologie du projet sans envisager évidemment la question de l'échec, à condition de ne pas le réduire à un échec moral ou social. Voilà, donc ça c'est un cadre de réflexion que l'on trouve développé notamment chez Maldinet, qui rattachait l'existence en disant existence, ça veut dire hors de, exister, disait Maldinet, c'est avoir sa tenue hors de soi. Mais en même temps, et je termine là-dessus, tout ça est bien joli, mais vous avez des personnes, des adolescents, des adultes, qui n'ont pas de projet. Et qui n'ont pas de projet, surtout si personne ne leur demande s'ils ont un projet. Ou des gens qui n'osent pas formuler un projet. Il faut dire aussi que la façon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que la façon dont on présente la rédaction ou l'entretien sur un projet repose en fait sur quelque chose que là aussi Heidegger appelait l'authenticité, mais que j'appellerais moi simplement la réponse à la question « qu'est-ce que tu veux faire ?» Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Parce que
il nous est arrivé à tous, et ça arrivera à toutes les générations, de s'engager dans une voie qui n'est pas la nôtre. Et on peut s'en rendre compte plus ou moins tard, parce que être soi ne va pas de soi, justement. Hein. J'ai trouvé une bonne définition dans un livre sur Heidegger de déchoir. Et la définition, c'est déchoir, c'est fuir devant soi. C'est beau ça, parce que effectivement, être authentique au sens où on l'entend aujourd'hui de manière un peu bête, en confondant tout, le biologique, le sain, etc. Mais être soi-même, savoir vraiment ce que l'on veut, est une chose qui ne va pas justement de soi. Parce que t'inspire ces considérations anthropologiques très générales. Oui, tout à fait. Alors, je veux dire que Heidegger a un statut particulier dans les citations des théoriciens de l'orientation. On va dire qu'il est, je prends par exemple l'exemple de Jean Guichard, que je connais bien, qui a été un petit peu, entre guillemets, mon aîné sur le terrain de la question de l'orientation. Je dirais Heidegger, toujours cité, jamais lu. Bon. À la différence de Sartre, l'existentialisme est un humanisme et probablement, alors c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'existentialisme est un humanisme et être étant de Heidegger, le rapport à l'œuvre ne peut pas être le même, mais il y a une sorte de popularisation, de diffusion, sans toujours que ça soit rapporté à l'œuvre elle-même, de l'existentialisme est un humanisme. Et on peut dire, tout au moins, que la génération qui est la mienne, c'est-à-dire à partir des années 80 jusqu'à nos jours, dans le domaine de l'orientation, c'est très certainement plutôt la figure de Jean-Paul Sartre à travers cette dimension existentielle de l'orientation qui a prévalu, si je puis dire, sur l'héritage d'Heidegger. Cela étant dit, pour aborder sur un plan historique fondamental la question de l'orientation, Heidegger est une figure majeure, mais il faut dire que les travaux d'histoire de l'éducation en orientation sont extrêmement faibles. Je crois que je dois être l'un des rares, sinon le seul, à avoir fait à la fois un doctorat et une habilitation en soulignant la dimension temporelle essentielle sur l'orientation, mais en prenant ça sur un empan très large. Donc, ce n'est plus la philosophie et l'anthropologie historique qui sont des disciplines de rattachement pour penser la question de l'orientation aujourd'hui. La question de l'orientation aujourd'hui, elle s'est plutôt détachée de ses fondamentaux anthropologiques pour s'arc-bouter à l'évolution de la psychologie qui a elle-même évolué. Tout à l'heure, j'ai fait référence à la psychologie des tests. Aujourd'hui, il faudrait faire référence à la psychologie cognitive qui aborde ces questions-là avec un autre regard. Bon. Il y a aussi un autre élément qui joue, c'est la terminologie, tout au moins à travers la traduction française, être jeté, déchoir. Aujourd'hui, bon, on va dire les praticiens ou les praticiens chercheurs en orientation se rapprochent davantage au courant de ce qu'on pourrait appeler la pensée positive et la psychologie positive. Chez Heidegger, il y a la question de la mort. La question de la mort est complètement évacuée chez les théoriciens de l'orientation. On considère que l'orientation, c'est plutôt une question de jeunesse, de projet, donc on a une vie indéterminée, sinon éternelle, devant soi. Et donc l'idée que il peut y avoir une confrontation avec la mort, sa propre mort, à travers des maladies qui mettent en cause la santé ou la mort de notre proche, c'est un horizon aujourd'hui qui paraît irréel chez les praticiens de l'orientation. Donc ça, c'est un point important qui est en contradiction flagrante avec l'évolution de notre société. Notre société elle vieillit. Le phénomène de seniorisation est de plus en plus aujourd'hui réfléchi. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et donc, cette question de la mort, c'est un horizon qui va se rapprocher. Mais quand on dit formation de la vie, c'est certainement pas en lien avec ça. Donc, premièrement, il y a une question de vocabulaire, de traduction. Deuxièmement, l'idéologie sous-jacente, c'est plutôt une idéologie de la résilience, de la pensée positive, etc. Ça, c'est un point important. Troisième élément, c'est qu'il y a l'idée que l'individu en soi n'est rien. Ce qui fait la valeur d'un individu, c'est le fait qu'il est en interaction sociale permanente dès la vie intra-utérine avec ses semblables.
Et quand on met en mots ces interactions sociales, on le pense aujourd'hui non plus à travers l'essentialisme, c'est-à-dire je suis doué ou j'ai reçu un talent pour telle ou telle chose, mais à travers le constructivisme. Alors, il y a plusieurs courants constructivistes, ce serait plutôt l'idée d'une co-construction. Donc, s'il faut résumer aujourd'hui les échanges des praticiens-chercheurs dans le domaine de l'orientation, alors je limite ça au contexte francophone. Hein. Je ne prétends pas faire un discours qui a une portée universelle, parce je pense qu'il y a une dimension culturelle et interculturelle qui est très importante dans l'orientation. Je n'ai pas pu l'aborder, parce que je ne pouvais pas tout aborder. J'ai privilégié la dimension historique, mais cette dimension historique, je l'ai cadrée dans le cadre de l'Europe du Nord-Ouest. Je ne l'ai pas cadrée avec les pays de l'Est, je ne l'ai pas cadré avec l'Afrique, etc., etc., sauf quelques étudiants francophones, mais africains, mais bon, c'est très marginal. Donc, je pense qu'il faudrait intégrer la dimension culturelle et interculturelle et prendre en compte la nouvelle épistémologie qui s'impose chez les professionnels aujourd'hui, c'est le refus de penser en termes d'essence, le refus d'envisager la dimension ombre de l'orientation, c'est-à-dire, on aurait dû commencer par ça d'ailleurs. Quelle est l'étymologie de la notion? Ça renvoie à la lumière, l'Orient, le levant, le lever. C'est vraiment, il y a une dimension lumière qui est fondamentale. Or, peut-on penser la lumière sans l'ombre? Il y a là une impossibilité théorique. Donc aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est l'interactionnisme social et le constructivisme, avec l'idée que l'orientation est un processus. Voilà, il y a une sorte de nouvelle dogmatique. L'orientation est un processus, donc elle est de moins en moins un arrêt sur image en fin de cinquième, enfin en fin de CM2 pour l'entrée en sixième sur examen, c'est notre génération, ou après la cinquième, ça a été pour nos aînés, et maintenant pour nos enfants, c'est le bac et l'après-bac. Donc aujourd'hui, l'orientation est un working progress, c'est-à-dire un processus indéterminé, quelque chose de très fluide, de peu saisissable, avec l'idée que, bien sûr, il y a des déterminations sociales, mais ce qui compte, c'est l'individu et sa capacité de saisir des opportunités dans des contextes les plus variés. Et c'est là qu'entre en confrontation la thématique du projet. Parce que pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait possibilité d'anticipation. Pour qu'il y ait projet, il faut une histoire avec un début, enfin, une dramaturgie. Bref, il faut des points d'appui. Or, aujourd'hui, plus encore aujourd'hui qu'hier, nous sommes confrontés avec des scénarios d'orientation totalement imprévisibles, inouïs, impensables. Et donc, l'idée, alors on fait reposer à l'individu ici et maintenant, on lui attribue un pouvoir quasiment démiurgique, eh ben, de trouver des solutions à des problématiques pour lesquelles on n'a plus de cadrage à transmettre. Je pense que ça, c'est un point important. Donc, de ce point de vue-là, la pédagogie de l'orientation ou l'approche éducative et psychopédagogique de l'orientation, ce sont des courants qui existent, ils sont extrêmement minoritaires, et j'en suis le témoin puisque j'ai dirigé comme vice-président et comme président une association qui s'appelait Approche éducative en orientation à Montpellier. En fait, c'est vraiment des courants qui sont devenus extrêmement marginaux. Par contre, il y a d'énormes demandes, d'instrumentation, de concret, de vivre des expériences et de raconter des scénarios pour trouver des réponses à des problèmes inédits. Donc l'idée qu'on puisse prévoir, l'idée qu'on puisse anticiper, l'idée qu'on puisse avoir un cadre sur lequel on puisse s'appuyer ou buter contre, aujourd'hui, c'est remis en cause. Et alors, il y a des notions nouvelles qui apparaissent. L'inouï de l'orientation. D'ailleurs, je l'ai utilisé comme quatrième de couverture dans mon dernier ouvrage. Et donc, la notion de projet devient maintenant une injonction paradoxale, avec une dimension sans doute dynamisante, mais beaucoup mettent l'accent sur le fait que ça contribue à épuiser le projet, à épuiser le sujet, et d'une certaine manière, c'est une thématique qui avait ses lettres de noblesse dans les années 80-90, mais qui n'est plus en capacité aujourd'hui de répondre aux enjeux du futur. Voilà. Il me semble que là, il y a un repli de l'approche psychologisante de l'orientation. Alors, pour le meilleur et pour le pire, je constate, voilà, je ne dis pas c'est bien, je décris un phénomène. Hein, voilà. Mais voilà, je peux témoigner
d'initiatives qui maintenant voilà, deviennent minoritaires sur ce champ-là, voilà, au profit d'autres idéologies. Oui, voilà. J'entends bien et merci pour ce panorama de ce qui est de l'existant, de ce qui existe en termes de théorie. Moi, de mon point de vue, ce qui m'a toujours intéressé, peut-être d'abord dans ma vie personnelle, puis ensuite dans celle de mes élèves ou de mes étudiants, ce sont les pannes de projet. Ce sont les échecs ou l'absence tout simplement de projet. Et en même temps, je reprends là une problématisation propre à Henri Maldinet, c'est quoi une crise? Eh bien, c'est de ne pas pouvoir réaliser un idéal, son idéal, et en même temps de ne pas pouvoir y renoncer. Parce que cette double impuissance qu'on trouve au cœur de la crise, elle mène précisément à l'impasse. Et il faudrait, en même temps, ça, les psychiatres l'ont relevé depuis longtemps, manifester en même temps la part d'idéalisme dans certains projets, la part d'extravagance ou de présomption, comme on dit en psychiatrie. Je pense par exemple à un élève qui me demandait, avec mon BEP de comptabilité, est-ce que je peux devenir pilote de ligne? Bon, alors là, c'est facile à répondre, mais qu'est-ce que... Est-ce vraiment un projet? Est-ce quelque chose que l'on ne peut pas formuler, justement? Et est-ce que, alors ça c'est une question pratique en même temps, est-ce qu'on peut aider, et comment, des jeunes étudiants à déterminer quel est leur vrai projet? Oui. Parce que des gens qui ont un vrai projet, ce sont des obstinés, ce sont des gens qui ne se laissent pas dévier de leur voie. Mais bon, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, il est très difficile de savoir quelle est sa voie et surtout se dire qu'on peut en changer de direction à tout moment. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est le vocabulaire. Panne de projet. Oui. Panne de projet, impuissance. On pourrait associer ça aussi à la panne sexuelle. Je pense que l'orientation, c'est un tout, quoi. On peut pas dissocier. Derrière ça, c'est la problématique de l'énergie. Voilà. Alors, notre société répond de manière provocatrice, évidemment, mais c'est pour stimuler la réflexion. Panne sexuelle, aucun problème, il y a des médicaments pour ça. Bon. Panne de projet, c'est la même chose. Alors, panne de projet, c'est le modèle anglo-saxon qui s'impose. Vivre les échecs dans la mesure où sur ces échecs on peut rebondir, et souvent la réponse c'est de dire 7 fois par terre, 8 fois debout. Donc l'idée, l'échec ne contrevient pas au projet, au contraire, il est une source d'apprentissage. Donc ça c'est la vision anglo-saxonne, c'est-à-dire on apprend dans la bagarre, quoi. On apprend dans la bagarre, et donc la question aujourd'hui se déplacerait du côté de l'imaginaire, c'est-à-dire quel est l'imaginaire que l'on peut mobiliser. Et moi, je dis qu'il n'y a pas d'imaginaire sans... voilà, qu'est-ce qui nous fait jouir, en fait? Qu'est-ce qui nous fait jouir dans un projet? Alors, on ne jouit jamais seul. Hein. On jouit toujours avec d'autres, même si ces autres ne sont pas présents physiquement. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur la dimension des rêves, la dimension de l'imagination. Et très récemment, j'ai appris que les psychologues aujourd'hui, ils ne font pas passer des tests pour savoir comment on se comporte sur telle ou telle dimension, mais j'ai appris qu'aujourd'hui, qu'il y a une banque de rêves qui est en train de se constituer pour se demander comment nous rêvons à l'époque du premier confinement ou du deuxième confinement. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est comment aujourd'hui on mobilise des énergies sur le rapport à l'avenir. Donc le rapport à l'avenir, il est moins projeté sur la longue durée, parce que la longue durée nous paraît insaisissable. D'ailleurs, c'est un paradoxe, parce qu'on vit ça à un moment où on apprend qu'au cours du siècle dernier, l'espérance de vie a doublé. Hein. Donc, on n'a jamais eu une vie aussi longue, avec un temps de travail contraint très court, c'est-à-dire 12%, si on en croit les derniers chiffres apportés par les sociologues.
Donc là, on est vraiment là dans un paradoxe. Alors, on ne peut pas dissocier idée d'orientation, idéal et idéologie. Je crois que tout ça, pour une époque donnée, c'est intrinsèquement lié. Alors, revenons à l'exercice particulier de la personne qui dit je suis en BEP tertiaire et je vais être pilote de ligne. Bon, alors, on prend acte, alors je me mets dans la peau d'un conseiller d'orientation ou d'un professeur de collège, professeur principal, etc., qui demande à ses élèves, lors d'une rédaction, quel projet vous avez pour vous-même, etc. D'abord, il sera intéressant de voir que signifie être pilote de ligne. Alors, est-ce qu'on a affaire à un garçon ou à une fille en fonction de son âge? Parce qu'évidemment, le rapport à un métier est toujours en rapport avec l'image du métier et son imaginaire qui circule à travers les médias. Et donc, quand on a 12, 13, 14 ou 16 ans, quand on est une jeune fille, qu'on souhaite être pilote de ligne, voilà, qu'est-ce qu'on renvoie comme image de soi et aussi comme trajectoire sociale. Bon. Donc, je pense que le travail du conseiller, c'est un travail d'herméneute, c'est-à-dire travailler sur les significations, plutôt que de dire, bon, il y a une brochure de l'ONICEF, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, et qui répond en termes de type de baccalauréat, type de formation post-bac, etc., etc., plus critères physiques. Bon. Alors l'un n'empêche pas l'autre. On peut désirer être pilote de ligne à 12 ou 14 ans, et puis après décrocher sur ce projet, mais tout ce qu'on a mis en branle grâce à la figure du pilote de ce métier pilote de ligne, ça permettra de positionner le sujet sur des approches en termes de métier ou de profession qui seront, entre guillemets, plus réalistes ou plus abordables. D'autant que la question de l'orientation est souvent posée à des jeunes à un moment où la personnalité change énormément. Alors, on a un peu évoqué le rôle des enseignants, qui est très important quand même dans le cadre scolaire, sur ces questions d'orientation, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, les conseillers d'orientation ne sont plus en position de monopole sur l'accompagnement des projets vocationnels, on va le dire de manière générale. Ce sont les enseignants, il y a le poids du nombre, hein, les conseillers d'orientation de moins en moins nombreux ne peuvent plus satisfaire aux demandes, donc ils se détachent en devenant des experts d'experts, hein, mais au quotidien, c'est le professeur, notamment principal, mais pas seulement, ou dans les différentes disciplines, il y a l'idée de faire le lien avec la vie sociale, économique, etc. Donc ça, et le rôle des enseignants, des experts, on l'a évoqué à travers les conseils d'orientation, le rôle aussi des chefs d'établissement, qui ont une fonction d'arbitrage important en cas de conflit, parce que il y a le désir du jeune, mais le désir du jeune peut entrer en conflit avec le désir de sa famille, et la famille, en France en particulier, a un rôle très important. Il suffit de se rappeler la loi Abi qui définit l'éducation comme un complément à l'éducation familiale. Donc en France en particulier, le rôle de la famille dans l'éducation et l'orientation du jeune, surtout lorsqu'il est mineur, est très important. Alors, ça a été très important dans le passé parce qu'on avait une orientation fin de CM2, fin de 5e. Aujourd'hui, les orientations se déplacent vers le haut, c'est-à-dire vers le bac et au-delà du bac. Et donc là, on n'a plus affaire à des mineurs, on a affaire à des majeurs. Et donc les jeunes, aujourd'hui, ont une autonomie beaucoup plus grande dans l'expression de leur choix, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours plus simple, hein, mais ils ont une possibilité d'intervenir ou de revendiquer justement leur majorité sur ce terrain de l'orientation. Donc le déplacement vers le haut des paliers de l'orientation a accru la responsabilité des jeunes en matière d'orientation. C'est plus seulement l'apanage de la famille. Un dernier élément sur la remarque des mariages arrangés. Alors c'est vrai que le vocabulaire a changé. Hein, le vocabulaire a changé. Bon, les classes sociales également se sont modifiées. Il faut savoir que pendant quand même très longtemps, on distinguait une orientation bourgeoise et une orientation populaire. Prenons l'exemple des années 30, où se met en place justement une orientation bourgeoise, adossée au bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle. Ça avait pour but justement d'accompagner les familles à haut statut, hein, dans l'accompagnement de leurs enfants. Pourquoi? Parce que les catastrophes économiques et guerrières ont ruiné des familles à haut statut, et donc il y avait l'inquiétude que deviendront nos enfants. Et à côté de cela, s'est créée une orientation populaire à travers les offices, puis les centres d'orientation professionnelle, qui sont devenus scolaires et professionnels. Et donc ces deux jeunesses ne se rencontraient pas.
il y avait l'école du peuple, que tu as évoqué très justement tout à l'heure, à travers l'école primaire et professionnelle, et puis l'école secondaire, qui avait son petit lycée et son orientation spécifique. Il a fallu attendre effectivement les années 60, et c'est intéressant d'ailleurs d'aujourd'hui d'évoquer les années 60 à travers notamment l'ouvrage de Louis Cros, L'explosion scolaire, ouvrage culte des années 1961 précisément, donc 60 ans après, et qui montre justement le changement complet d'orientation au sens idéologique et politique sur les rapports formation-emploi. Alors, mariage arrangé, le vocabulaire a changé. On peut dire qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de mariage arrangé, mais il y a une sociologie du mariage, qui nous montre de manière à la fois quantitative et qualitative que, en fait, le mariage, c'est un acte social, même s'il est totalement intime. On choisit son partenaire amical, affectif, sexuel, amoureux. Il est totalement intime, mais il est complètement social. Hein. Et en ce sens-là, ma discipline a été fabriquée par Durkheim, qui a fait une sociologie du suicide en montrant de la même manière que les actes les plus intimes, dans la possibilité de se suicider et la possibilité de trouver un conjoint, les actes les plus intimes sont des actes qui obéissent également à des régularités sociales. Et d'une certaine manière, on peut dire que dans les mariages, d'une certaine manière, on trouve quelque part son semblable. Alors, évidemment, ça se voit moins dans les statistiques aujourd'hui parce qu'on peut se marier à différents âges de la vie. Enfin, on se marie plus. Voilà, mariage ne veut plus dire la même chose sur un siècle. Hein. Mais néanmoins, il suffit de voir par exemple la sociologie des enseignants. Hein. Les enseignants, généralement, voilà, c'est une profession, on pourra en prendre d'autres, hein, ou la situation des médecins, par exemple. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une reproduction sociale à travers les choix, on va dire, intimistes, hein, qui ne sont pas des choix proprement socio-professionnels, qui relèvent de l'intime. Donc là, d'une certaine manière, le vocabulaire a changé, la manière d'en parler, elle a changé, les degrés de liberté par l'individu sont perçus de manière différente, mais voilà, nous restons marqués, y compris dans nos choix intimes, par des déterminations sociales très rigoureuses qui concernent le genre, l'orientation sexuelle, mais aussi le territoire, les dimensions aussi culturelles, interculturelles, etc. Et puis les traditions familiales. Merci. Alors là, il y a deux autres courants de la philosophie contemporaine du XXe siècle qui sont, que tu as évoqués, ou en tout cas en filigrane en parlant d'énergie. C'est la notion d'élan vital chez Bergson, qui fait que la vie à la fois biologique et spirituelle, est toujours en excédent par rapport à ce que nous vivons à l'instant. C'est l'excès de la visée sur ce qui est visé qui fonde finalement, à mon avis, philosophiquement, le projet. Et puisqu'on évoquait aussi les États-Unis, au même moment de la culture du XXe siècle, le courant du pragmatisme américain, alors soit dans la personne de William James, un des fondateurs de la psychologie moderne, qui était un interlocuteur de Bergson, ils écrivaient l'un sur l'autre, et aussi de John Dewey, qui est américain également, se réclamant du courant pragmatique, qui alors lui a fécondé directement les méthodes pédagogiques. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on termine l'entretien, si tu veux bien. Pour John Dewey, on apprend qu'en faisant. Learning by doing. Chose qui a été reprise de manière contemporaine et systématique par Célestin Freinet et puis les pédagogies dites alternatives ou institutionnelles. Voilà. Donc, Dewey était un philosophe du projet. Il a écrit beaucoup là-dessus, projet pédagogique. Et cette philosophie du projet, c'est un peu, mais peut-être que je caricature les choses, c'est à la fois l'absence de tout bouquet, c'est-à-dire que la littérature pédagogique que j'ai un peu fréquentée quand je travaillais à l'IUFM parle sans arrêt du projet, mais sans vraiment le localiser.
hein, d'une part. Et alors aussi, la grande découverte, c'est quand on est obligé de lire les instructions officielles de l'éducation nationale, toujours l'introduction au chapeau aux instructions officielles qui donne les grandes lignes, eh bien, on pourrait les reprendre toutes et on verrait qu'elles ont intégré, du moins dans la prose, l'idéologie officielle de l'éducation nationale. Ben oui, on apprend comme projet. Les méthodes actives ne sont pas citées en tant que telles, mais bien entendu, elles sont valorisées. Et enfin, peut-être ajouter, c'est une chose que l'on mesure moins, c'est qu'il y a des pédagogies du projet en dehors de l'école. Hein. Je pense par exemple au CEMEA, les centres d'études actives, qui ont formé pendant des générations d'infirmiers psychiatriques, par exemple, ou d'autres institutions. Hein, voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une pratique pédagogique qui va dans le sens du projet d'un élève ou d'un jeune, voilà. Alors, oui, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes et passionnantes qui demanderaient des approfondissements particuliers. On est parti de Bergson. J'ai une tendresse particulière pour la pensée de Bergson. Alors, il a été critiqué par le courant dominant positiviste de l'Institut national d'orientation professionnelle, dans la tradition Binet, Henri Piron, Maurice Reclin, Michel Hutto. Bon, on ne citait pas Bergson. Au motif que c'est une philosophie vitaliste et que bon, ça ne relève pas de savoir scientifique maîtrisé, transmissible, etc. etc. Bon, néanmoins, Frédéric Worms a montré l'actualité de la pensée de Bergson et je trouve que par plein d'aspects, c'est un auteur qui mérite d'être redécouvert aujourd'hui. Alors, il est vrai que ces questions d'orientation sont traversées par des conflits très importants qui sont liés aux conceptions de l'individu, aux conceptions de la société et des rapports entre l'individu et la société. Alors là, on ne l'a pas fait ici, mais il faudrait montrer l'importance du marxisme dans le développement de la pensée concernant l'orientation éducative en France. Pendant des décennies, quand on entrait à l'INETOP-CNAM, l'Institut national d'orientation professionnelle, on voyait afficher l'humanité. Donc, l'important, et j'ai parlé de Pierre Naville tout à l'heure, donc le marxisme a probablement été l'une des idéologies les plus importantes au XXIe siècle pour questionner les pratiques d'orientation professionnelle, puis après d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, on pourrait citer effectivement en cohérence avec cela Célestin Freinet. Alors, je pense que tout le travail pédagogique qui a été fait à la fois par Philippe Mérieux et Jean Housset, ce sont deux de mes collègues qui ont vraiment fait un travail tout à fait conséquent pour redonner vie au texte fondateur de Célestin Freinet, mais d'autres, hein, pour montrer l'influence des idées de l'éducation nouvelle dans le domaine de l'orientation. Ça, c'est important. Alors, ça a donné lieu à un certain nombre de pratiques. Souvent, c'est des pratiques, on va dire, au départ minoritaires, souvent contestatrices par rapport aux pratiques dominantes des textes officiels, mais qui progressivement ont été, au moins à la marge, intégrées après dans les textes officiels, ce qui ne veut pas dire que les pratiques ont suivi, mais l'idée qu'il faut que l'enfant soit citoyen, qu'il y ait une éducation qui le socialise, faire place justement à la dimension de l'action et non pas une transmission passive du savoir, une révision aussi du concept d'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité en matière d'orientation ? Donc la question de l'autorité et de l'autorisation, hein, parce que formuler un projet, c'est s'autoriser soi-même. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé des parents ou du directeur d'école ou du chef d'établissement. Donc la question de l'autorisation et de l'autorité sont fondamentales sur la question de l'orientation. Et quand même, je voudrais qu'on ne se quitte pas sans rendre hommage. Rendre hommage à Mireille Delmas-Marty. On a évoqué tout à l'heure la question du droit, mais il y a vraiment un très gros travail à faire pour étudier dans le détail les textes, les lois et les règlements
sur plus d'un siècle. Hein. Moi, j'ai essayé de recenser, je n'ai pas fait une étude d'exégèse, mais j'ai recensé tous les textes portant sur la question de l'orientation, au sens large du terme, de Jean-Jacques Rousseau, 1762, jusqu'à nos jours. Et vraiment, j'ai montré l'inflation des textes juridiques, alors textes, lois, règlements, lois d'orientation, décrets, etc., qui configurent une pensée éducative, mais aussi administrative et gestionnaire concernant l'orientation des élèves, quand je dis élèves, c'est au sens large, et aussi des étudiants. Et Madame Delmas-Marty a proposé une schématisation tout à fait intéressante à travers la thématique de la boussole. Alors, ce serait intéressant parce qu'elle en fait un objet d'actualité pour penser aujourd'hui la question de l'orientation, à travers le thème de la navigation. Enfin, il y a toute une pensée métaphorique chez Delmas-Marty que je trouve extraordinairement riche, intéressante, et je trouve que tous les penseurs en orientation devraient se mettre à son école, et aussi les ouvertures qu'elle autorise et la mise en garde qu'elle met aujourd'hui en acte en disant attention, nous arrivons dans une société qui encadre le sujet, et donc la question de la liberté des choix en orientation aujourd'hui est de plus en plus discutée parce qu'on a la prétention, je cite les textes patronaux, mais ils sont diffusés largement, on a la prétention de sécuriser, j'ai bien dit sécuriser, les parcours de vie personnels et professionnels. Bon, si on disait la même chose pour les parcours amoureux, ce serait une révolte sociale. Parce qu'en 68, on imaginait de sécuriser les parcours amoureux. Hein. D'ailleurs, revenons à 68 quand même, parce que nous sommes quand même dans cette lignée-là. Ça a beaucoup joué, les théories, l'éducation nouvelle, etc. À côté de l'INETOP, il y avait ce slogan « Laissez-nous rêver ». Laissez-nous rêver. Et donc, oui, il est bien normal de faire l'inventaire des talents des jeunes, de leur réussite dans les différentes disciplines, mais au final est-ce que la valeur de l'individu n'est pas liée profondément à la qualité de ses rêves, hein, qui lui permettent justement d'imaginer un futur qui est de moins en moins prévisible au sens d'une pédagogie du projet qui donnerait une forme préétablie à quelque chose de vivant qui, par définition, échappe à toute définition. Et donc, je crois que les horizons de pensée que nous propose Delmas-Marty, qui a été vraiment très judicieusement choisi comme étant notre mentor, notre marraine pour tous ces échanges de Cité Philo, je trouve que c'est un choix extrêmement pertinent et je crois que ça donnera l'envie à tous ceux qui se préoccupent d'orientation, de près ou de loin, de s'intéresser à sa pensée et à tous les conseils. Alors évidemment, on retrouve bien sûr la problématique de Dewey. Apprendre en se faisant, la question de l'agir est tout à fait fondamentale. Voilà. Hein. Et donc là, on a vraiment des auteurs qui nous permettent d'établir de nouveaux liens pour penser globalement cette question de l'orientation au sens où définit Edgar Morin. Et je terminerai par là, ce sera mon dernier point. Edgar Morin, et on peut utiliser sa méthode, même s'il ne parle pas d'orientation en tant que telle, il définit une conception holistique de l'existence qui prend en compte la dimension sociétale globale, mais en même temps en faisant du lien entre les disciplines et en pensant la thématique de la complexité. Et donc là, on a une approche non plus disciplinaire, au sens foucaldien du terme de l'orientation, mais on a là une ouverture transdisciplinaire qui permet de redonner une énergie, au sens énergie vitale de Bergson, pour repenser l'orientation à travers des paradigmes renouvelés. Merci Francis. Je précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront qu'il s'agit de Mireille Delmas-Marty. Voilà, absolument. Qui était l'invité d'honneur de Cité Philo entre 24e édition. Et ben merci pour cet entretien, Francis, et à bientôt. Merci Jean-François, et à bientôt.